Parce que pour moi, la poésie, je l'ai rencontrée dans mon éducation scolaire. Je ne la connaissais pas avant cela. Oui, il y avait bien sûr mon oncle qui s'appelait Jacques, il s'appelait Giacomo d'Alcedo. Il était instituteur dans les Deux-Sèvres. Voilà. Et ce que je savais de lui, c'est qu'il écrivait des poèmes que j'entendais parce qu'ils étaient interprétés par des chanteurs du village, voire par lui-même. Et que disait-il? Il disait, je ne sais pas chanter, mais il y a un quatrain qui me revient. Un giorno di primavera, troppo sole sbandonato, mi sono detto un balabena di campa così sguaiato. Voglio trovare una moglie in cabella lisce come cipolle. Giradagio mesadera, per giocare su fiore raro, a Francia, l'Africa e l'Inghilterra, a Corsica sino a Macinaio. Finalmente ne ho trovato una qua su un punta di Caprona. Caprona, c'est le sommet au-dessus du village de l'Alcedo. Era una turista mi saluta ed è perciò che la mi è piaciuta. Voilà ce que représentait la poésie pour moi en dehors de l'école. Et puis à l'école, évidemment, j'ai appris la poésie comme un peu disons, l'étage inférieur par rapport au roman. C'est le roman qui occupait en quelque sorte le sommet des genres littéraires. Et c'est pourquoi la poésie a toujours été pour moi cette chose, dès lors que j'ai écrit évidemment en prose. Je n'ai pas écrit en poésie parce que la poésie avait pour moi cette sonorité-là, celle de mon oncle, et qui était d'ailleurs reprise. J'entendais des échos dans le village, des échos qui étaient différents, qui me paraissaient plus rudes, qui étaient des poèmes aussi, des poèmes en particulier lorsqu'il y avait un Chiamerispondi dans le village. Voilà en gros comment les choses se sont organisées pour moi. Et donc j'ai vécu pendant toute une partie de ma vie, mon enfance, ma première jeunesse, avec cette sorte d'édifice, quelque chose de ressenti, mais second par rapport à ce qu'était la prose littéraire. Et puis, un jour, quand j'ai découvert le Corse, j'ai découvert aussi les difficultés de l'enseignement du Corse, en particulier parce que on nous interdisait des cours dans la journée. Bon, nous avions cours le soir à partir de 18h. Et j'étais chargé d'un cours au lycée Marbeuf. Et je me suis rendu compte très rapidement que pour faire entendre du Corse dans la rue, il fallait crier par les fenêtres. Et alors je me suis adressé à des chanteuses, en particulier à Patrizia Boli et Patrizia Gattagega, qui étaient mes élèves, et elles m'ont dit à un moment donné, écrivez-moi des poèmes. J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai écrit des poèmes. Et toujours, j'ai écrit des poèmes qu'elles ont chantés, et j'ai toujours eu, si vous voulez, cette espèce de tiraillement entre les deux. Et puis un jour, j'ai écrit à Giacomo Fusil parce que nous étions ensemble dans le comité de rédaction de Rigiro à l'époque.
qui était un journal, voilà, qui avait un comité de rédaction entre Paris et la Corse. Et j'ai écrit à Fouzine en disant il faudrait que tu me donnes des textes pour alimenter l'inspiration et la mise. Voilà. Et il m'a envoyé des poèmes. Il écrivait à ce moment-là dans un recueil qui s'appelait Traces, si je me rappelle bien, et il m'a envoyé des poèmes en disant mais mes poèmes ne sont pas faits pour être chantés. C'est lui qui dit ça. Hein. Mes poèmes ne sont pas faits pour être chantés. Ce sont des poèmes qui sont faits pour être lus, pour être dits, etc. Et n'oublions pas que Giacomo Fouzine est le plus grand des paroliers en langue corse. Voilà comment nous rencontrons la poésie. Et j'ajouterai enfin que j'ai rencontré aussi la poésie lors de mon mémoire au dernier degré de la licence, lorsque j'ai fait un mémoire sur étonnement et attention dans Charme de Paul Valéry. Pour moi, je me suis aperçu que lorsqu'on m'a demandé de citer un poète, j'ai cité comme exemple Paul Valéry. Et j'avais écrit quelque chose sur étonnement et attention dans Charme de Paul Valéry. Et ça a donné il y a quelques années Carmini, la traduction en corse de Charme de Paul Valéry. Parce que Paul Valéry montre dans plusieurs de ses poèmes et dans sa réflexion sur le poème que le poème n'est pas en contradiction avec la pensée, voire avec l'intellect, et que c'est même une manière, en particulier dans un recueil que j'ai oublié peut-être dans les fragments du Narcisse, il évoque la rencontre de la coquille, d'une coquille. Et la coquille, la forme de la coquille sur la plage lui inspire justement quelque chose de parfait qui symbolise le monde, qui symbolise l'esprit, qui symbolise la planète, qui symbolise absolument tout ce qui peut organiser la pensée et la vie. Et je me rends compte que quand on me demande de citer un poète, ben c'est pas un poète corse que je cite malgré Fouzine, c'est Valéry. Pour moi, Valéry est le plus grand des poètes. Bon, merci Jacques. Michel Dunant, as-tu une définition de la poésie? Non, je n'ai pas de définition de la poésie et j'espère qu'au terme de ce colloque, je n'aurai pas de définition de la poésie. J'espère bien, parce qu'après j'aurai une recette, j'aurai quelque chose qui tient du modèle, d'une route à suivre. Alors, comme je n'ai pas de définition, oui, moi je suis un poète du voyage, mais je suis un poète du voyage tout simplement parce que je suis un poète. Hein. Je voyage à travers les mots. Alors, comme je n'ai pas de définition, je vais vous lire quelque chose de très très simple. Ça peut sembler même un peu bébête, et pourtant c'est signé Philippe Jacotet. Puis après, je vous lirai deux de mes textes qui répondent. Philippe Jacotet. Le langage de la poésie m'est toujours apparu comme celui qui sait tirer un chant ou une simple chanson de nos peines, légères ou violentes, de nos voyages, dans le temps, dans l'espace du dehors comme dans celui du dedans, qui bâtit une musique même à partir de l'ombre et de l'absence. Voilà, c'est tout simple. Et comme je n'ai pas de définition, je pose des questions. Voilà, je vous lis ce petit texte
que j'ai écrit et qui se trouve dans le recueil J'ai jardiné les plus beaux volcans. Un monde en soi. Quel est ton secret, poésie? Ton soleil fascine, il m'enivre, il m'emporte avec lui dans sa danse endiablée. Je tourne aussi. Qu'est-ce qu'un vers? Un univers? Qu'est-ce qui se passe au juste au cœur des mots, dans l'intervalle éblouissant qui les relie? Et puis ceci, ça a été publié au fil du labyrinthe ensoleillé, Jacques-André éditeur, Écart, au pluriel. Je revois souvent ma copie de voyageur. La poésie consiste à sortir des rails, des chemins, des sentiers, des tracés, pas à les suivre aveuglément jusqu'au bout du monde ou non. Je cherche à me ressembler. Je cultive aussi le caillou, le ravin. L'éditeur Jacques-André, que pense-t-il de tout ça? A-t-il une définition? Alors, tout à l'heure, en montant les escaliers, au 2e étage, il y a une bibliothécaire qui est arrivée, elle me dit « Vous venez pour la poésie ?» On lui répond « Oui ». Et elle me dit « C'est au 3e étage, bon courage ». Alors, ça m'a interpellé un petit peu. Je me suis dit non, en fait, c'était parce qu'il fallait monter encore un étage. Et la poésie, ça se mérite. Je crois qu'il faut de longs et pénibles efforts pour accéder à la poésie. Et entre nous, quand vous arrivez au sommet d'une montagne, est-ce que vous vous amusez à faire la définition du parcours que vous vous êtes infligé, de la peine que vous avez eue? Non, la récompense, elle est du fait que vous êtes arrivé en haut. Alors, bon, s'amuser à faire une définition, surtout alors quand on est éditeur, c'est encore plus, à mon avis, encore plus difficile. Je pourrais peut-être avoir une définition par poète. J'ai posé la question à un de mes poètes bretons, Patrick Argenté. Tout à l'heure, je vous lirai ce qu'il m'a pondu comme réponse au directeur que tu m'avais envoyé. Je ne le lis pas maintenant parce que je n'aurai plus rien à dire après. Donc, ça sera tout à l'heure. Si on a un petit passage à vide, on aura un petit passage à vide, on lira ce texte, mais pour l'instant, on va quand même essayer de réfléchir par nous-mêmes. Et je dirais que quand j'ai un problème, je reviens toujours aux fondamentaux. Poème, en grec, c'est faire, c'est fabriquer à partir du néant. Voilà. Et la poésie, c'est le cri primal. Je pense que la poésie précède le langage. Et le langage est né de la poésie. Alors que, en tant que primate supérieur, nous ayons d'ailleurs un organe vocal qui nous permet d'émettre des sons qui sont des sons d'alerte. Attention, il y a un tigre. Attention, il y a un éditeur, un conte d'auteur. Des cris d'alerte. Et progressivement, on s'aperçoit que cet organe que nous avons permet d'émettre des sons qui peuvent décrire quelque chose. Et la poésie, c'est de la littérature première. Alors, on a cru pendant un certain temps, beaucoup le croient encore, que le roman, c'est la littérature. Pour moi, le roman est déclassé de la littérature. De même que la Nationale 7 n'est plus la Nationale 7, mais est redevenue une route départementale. C'est un divertissement extrêmement agréable qui vous décrit des fictions, des fois intéressantes, des fausses fictions, des pseudo-réalités. Et la poésie, elle décrit le vrai, et c'est pour ça que, très souvent, elle fait peur. Et les gens vont vous donner une définition de la poésie, et surtout, ça leur permettra de ne pas la lire et de ne pas la pratiquer. Merci. Jacques Fausine, je suis sûr que tu as une petite définition. Non, j'ai rien préparé du tout, justement. Tant mieux. Parce que je découvre maintenant des choses. Alain me montre une définition que j'ai donnée de la poésie dans un recueil de Villette à la Fougère, et je trouve très beau mon texte. Dommage que je n'ai pas pu le dire. J'y ai pas pensé avant. Mais c'est vrai que je dirais la première phrase. Quand je dis, en première phrase, je dis
La poésie est selon moi l'expression humaine par excellence en ce qu'elle projette d'engager la langue dans ce qu'elle a de plus créatif et de plus maîtrisé à la fois. Art et expérience du langage, elle est donc certes exercice littéraire comme pratique et comme genre, mais excède par son exigence même l'objet de la littérature dont on sait le domaine divers et inégalement occupé, etc. Donc c'est un texte assez profond, mais il faut y réfléchir longtemps, ce n'est pas une réponse comme ça. Je préfère au contraire improviser quelque chose à partir de ce que j'ai entendu. Ce que vous avez dit, madame, sur la poésie comme impossible à définir, rejoint ce que disait Pompidou. Effectivement, il faut être bien savant pour définir la poésie. En tout cas, moi, je me résoudrais à ne parler que de la poésie d'aujourd'hui. Parce que la poésie a une histoire. Depuis les premiers textes des premiers hommes qui priaient à le lever du soleil, c'était de la poésie, si on veut, la poésie. Et le cri primal, encore mieux. Bon, donc il est évident que dans l'histoire de la poésie, il y a eu toutes sortes de statuts de ce genre littéraire. Et évidemment, elle s'est véritablement découverte dans ce qu'elle est aujourd'hui, de ce qu'elle n'est pas, parce que est aujourd'hui, ça veut dire, attention, est-ce qu'il y a des gens qui refusent ce qu'elle est, en fait, ils refuseraient la définition que je viens de donner au départ, l'espèce d'art du langage au-dessus de tous les autres. Pas au-dessous de la prose et du roman, mais au-dessus, selon moi. Mais ce qu'a dit Jacques Ithière sur les origines de la Corse, moi je suis obligé d'être dans cette problématique-là, parce que nous sommes en Bastia, nous sommes dans une ville qui parle français beaucoup et qui parle un peu corse aussi. Donc, mais le corse, il existe, il est là. On a milité et on milite toujours pour sa revalorisation et pour son exercice de sa pratique quotidienne. Donc, Jacques a parlé des débuts de Ruggiero et de cette... Alors moi, je vais parler d'avant Ruggiero, puisque j'ai commencé la poésie en français et non pas en corse, et bien avant Ruggiero. Parce que il se trouve que je pratique un tout petit peu depuis un certain nombre d'années, depuis les années Ruggiero justement, avec la poésie corse. Mais avant Ruggiero, dans les années 70, dans les années 60, il se trouve que j'étais à Paris et j'étais enseignant. Et que, en tant qu'enseignant, je devais parler de la poésie, faire parler les élèves de la poésie, faire comprendre aux élèves ce que peut être la poésie. Alors, il y a toute une histoire personnelle, évidemment, je ne le répéterai pas, je le dis souvent dans les interviews de télévision ou de radio que je fais, mais il se trouve que j'ai eu la chance de découvrir un certain nombre de poètes pendant que j'étais enseignant, et ces poètes-là m'ont éveillé à ce qu'était la poésie d'aujourd'hui, la poésie non seulement française, mais européenne de l'époque, et évidemment, je suis baigné de cela. Or, il se trouve que, comme je fréquentais un certain nombre de poètes de la région parisienne et de Paris, j'avais une certaine notoriété. Et quand la revue Caractère, qui est une revue de Chambellan, etc., qui était très connue à l'époque, qui avait pignon sur rue à Paris, a organisé une espèce de colloque, comme tu veux l'organiser, et j'ai trouvé ça par hasard, parce que j'avais été invité à ce colloque, où j'ai parlé évidemment de la poésie, et il y a des actes qui restent. Or, je découvre aujourd'hui la réponse que j'avais donnée moi. Alors, je peux vous la lire parce qu'elle est assez courte, mais admirez le style. C'est quelqu'un qui n'a pas 30 ans et qui croit, évidemment, découvrir le monde, évidemment. Il n'y a qu'un jeune comme moi, à ce moment-là, qui peut donner une poésie et peut écrire des choses comme ça. Parfois, ça me fait... Je regarde avec... Mais qu'est-ce qui a pu écrire ça? C'est un jeune qui ne connaissait rien, pas grand-chose. Alors, par exemple, la première question de ce questionnaire était actuellement... Non, pardon. Ça, c'est une réponse. Quelle est la place, selon vous, du poète dans la société? C'était la première question. Et j'avais répondu, l'équivoque est au niveau de l'écriture. La place de la Ède antique est prise. Les paroliers modernes et leur musique électronique rythment le quotidien présent, chantent leur contexte, illustrent la communication banale. Le poète d'aujourd'hui est autre. Il a appris à s'éloigner de la foule et progressivement il a apprivoisé le silence. Il n'est plus la voix d'une communauté comme jadis. Vénérateur des mots dans leur nudité première, son langage s'érige solitaire et glacé,
hors d'atteinte du grand nombre. C'est extraordinaire, il faut le dire. Hein. Ne se référant qu'à lui-même, ce langage possède sa vie propre, devient par là même la vie propre du poète. Comment n'y aurait-il pas hiatus? Mais ne nous méprenons pas sur ce silence nouveau. Il est cause du relief extraordinaire de la parole poétique d'aujourd'hui. Il est le véritable terrain de la poésie nouvelle. En la démarquant de l'ornement qui fut longtemps son seul rôle, il lui confère sa densité, sa force, sa qualité unique d'indispensabilité. C'est pas beau, non? Voilà ce qu'on a écrit à 30 ans. Bon, aujourd'hui, à 82 ans, bon, je suis beaucoup plus modéré dans les ambitions poétiques, mais j'ai aussi été marqué par les questions qu'évoquait Jacques Thiers tout à l'heure, qui sont l'approche, disons, de cette poésie, dans cette définition qu'on en donnait dans les années 60 ou 70 à Paris, avec ce qu'est la poésie corse, telle qu'elle est entendue par l'oreille des Corses, auditeurs et locuteurs de Corse de l'époque, qui ressemble à ce que disait Jacques Thiers dans ce texte d'Alzette, d'un certain d'Alzette. Bon, la rime, le son, la sonorité, c'est très important pour un auditeur corse. Et évidemment, dans la poésie telle que nous avons, dans la définition qu'on a donnée ici, une poésie moderne qui est dans le silence, dans la hauteur, etc. Bon, évidemment, la rime tend à disparaître un peu. Il n'y a plus que quelques personnes comme Aragon, etc., qui sont d'excellents poètes, qui l'ont encore remise en valeur. Mais c'est vrai que le son compte moins, le son au sens où on entend en Corse, que ça sonne, quoi, en fin de compte, du mot, et qu'il y ait une certaine musique. Alors, moi, cette question-là, qui a été ma problématique, à partir des années 70, justement, à partir de Reggio, à partir de la découverte aussi de la littérature corse, que je connaissais un peu comme Jacques Thiers, par ce qu'on disait dans les villages, mais la poésie écrite et avec les livres qu'on a découverts par la suite, j'ignorais un peu. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose par rapport à cette définition de la poésie, elle est pour nous, enfin pour moi, relativement ambiguë, dans la mesure où elle est toujours en tension, je ne dis pas en opposition, mais en tension créatrice, entre précisément la poésie en langue française et puis ce qu'on en entend en langue corse. Et j'ai essayé de marier un tout petit peu les deux. Ce qui fait que, au fond, ma poésie en langue corse, elle est un peu moderne par cela même, qu'elle ne privilégie pas forcément toujours la rime, sauf pour la chanson précisément, où j'ai trouvé à m'exprimer aussi d'une certaine façon, où on atteint aussi d'une certaine manière une certaine forme de poésie. Voilà, en gros, et cette ambiguïté, cette hésitation, elle est consubstantielle avec mon idée de la poésie. Voilà. Alain. Donc. Je suis sûr que tu as une définition. Non. Parce que ça manque pour l'instant. On n'a pas de concret. Tu me vois après c'est confortable comme position de parole, puisque je me garderai bien évidemment de donner une définition. Je crois que mathématiquement, c'est pas possible sur l'ensemble de ce que j'ai entendu, dans la mesure où la poésie, c'est nécessairement transgressif. Ouais. Et c'est l'inconnu, oui, on n'est pas dans le concret là, avec la poésie. Donc c'est bon signe, on n'est pas dans le concret. Donc dans la mesure où c'est transgressif, dès que tu as donné une définition, mathématiquement, elle est déjà caduque. Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi je me garderai bien de donner une définition. En fait, moi, je parlerai un petit peu de la façon d'entrer en poésie aussi, parce que c'est une façon de donner une définition de la poésie, c'est-à-dire comment, pas pour éviter la question, mais comment on entre en poésie, mais c'est aussi une façon de la définir. Donc, nécessairement, la poésie, c'est au-delà. C'est au-delà. Même Jacques Fouzine a dans le petit manifeste qu'il écrit sur l'art poétique, il dit « L'écriture poétique en vers comme en prose, et quelle que soit la langue, me semble pouvoir mieux échapper à une certaine médiocrité des formes langagères circulantes. » Donc, c'est toujours un peu plus au-delà. Moi, je me suis noté ici que c'est un dépassement, toujours, donc,
des sensations, des sentiments, des ressentis, des pressentiments. Ça n'est pas la vérité, ça n'est pas l'objectivité, ça n'est pas factuel, ça n'est pas descriptif, ça n'est pas réel, ça n'est pas nécessairement beau, ça n'est pas seulement l'émotion. Enfin, je sais à peu près ce que ça n'est pas, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est une définition. Voilà, donc moi j'en suis un petit peu là. Sur la façon d'y entrer, moi je ne suis pas... Je suis issu d'une famille modeste, je n'ai pas baigné dans la poésie. Peut-être ma grand-mère, mes tantes récitaient du Victor Hugo par cœur, parce qu'elles étaient allées à l'école primaire de la Troisième République et qu'elles avaient... mais on va y revenir tout à l'heure sur cette façon d'apprendre de la poésie. Donc peut-être que les premiers textes que j'ai lus, c'est dans la bibliothèque de mon père qui était communiste. Je me souviens d'avoir aimé Prévert, la pluie et le beau temps particulièrement. Donc, quand j'en ai parlé un jour à François-Michel Dourat, il m'a demandé quels sont tes premiers poètes. Je lui ai dit Prévert. Ah, il me dit on sent que tu es parolier parce que Prévert c'est pas un vrai poète. Donc tout de suite j'ai déjà été. Mais c'est vrai que j'ai adoré Prévert, tout comme j'ai adoré les paroliers. Puis j'y suis rentré en fait par la Méditerranée parce que je suis venu en Corse, que j'ai fait études de Corse et que par les études de Corse, où mes maîtres sont là aujourd'hui et j'ai beaucoup de fierté à être à côté d'eux, on est allé voir un petit peu ce qui s'écrivait chez les Sardes, chez les Portugais, chez les Italiens, chez les Catalans. Et là, j'ai pu voir aussi entrer dans la poésie moderne, parce que c'est là aussi qu'on a vu nécessairement des choses. J'ai beaucoup admiré, par exemple, à l'époque, Casimiro de Brito, ou Rosalis Branco au Portugal. Et donc, voilà un petit peu comment j'y suis entré. Ensuite, je peux vous lire le texte que j'avais donné. Je ne sais pas si j'aurais écrit la même chose aujourd'hui, mais... En tout cas, pour moi, la poésie, c'est aussi beaucoup d'engagement par rapport à tout ce que ça n'est pas en termes d'esthétique. Voilà, donc je dis ici dans cet ouvrage que nous avons, où il y a aussi le manifeste de Jacques Thiers et bien d'autres, on est 11 là. Mes premiers vers, je les ai écrits pour fuir par une fenêtre, pour voler, tout simplement, rien de moins. Tout simplement à un âge où l'homme bâtit son identité, sans doute. Juste après, ou peut-être en même temps, il y a eu la blessure de ces choses marquées de mes sens uniques. C'est Jacques Pousine qui m'a dit un jour, chez toi, il y a une faille. Que faire parmi les aveugles, parmi les cris assourdissants dans le vertige de la nuit? Le poète, muet de douleur, n'a plus qu'à se donner la parole. De cela, j'ai fait un chemin. D'aucuns auraient dit un voyage, poète sans doute, des voyages, des parfums, des lumières. J'ai beau chercher, je ne sens qu'un chemin. Égoïsme, est-ce que j'écris pour mon seul salut, ou y a-t-il quelque forme de générosité dans cette complexité? Il y a la blessure, et tous ces cris à tâtons qui résonnent dans ma tête et qui réclament mes mots. En fait, je ne me suis jamais demandé pourquoi écrire en poésie, j'ai seulement cherché à démentir la nuit. Donc, poésie de l'engagement, et puis, sans cesse, la question qui revient. Je pense que je n'écrirai plus la même chose aujourd'hui. Le temps ayant passé, il doit y avoir peut-être une quinzaine d'années entre ce moment et celui où je parle. Et donc, voilà. Vous me rassurez et vous m'effrayez en même temps. Vous m'effrayez parce qu'il est toujours effrayant d'apprendre qu'on ne peut pas définir une chose que l'on pratique en plus. Il y a quelque chose d'affolant. Mais vous me rassurez parce qu'un jour on m'avait demandé ma propre définition, comme je le fais ici avec vous, on m'avait demandé ma propre définition de la poésie, et j'avais répondu, mais pour moi c'est impossible à définir. Voilà, donc 50-50. Alors, je voudrais qu'on aborde un second point. C'est l'inconnu, voilà. Ce que Rimbaud a cherché toute sa vie, même après avoir écrit ses voyages dans l'inconnu, dans des régions inexplorées. Voilà, alors, ici même, il y a à peu près un an, même à quelques jours près, c'était il y a un an, nous avions invité Jean-Pierre Séméon et il nous avait dit ceci, nous sommes en pleine résurrection de la poésie, le XXe siècle sera le siècle de la poésie. Alors, certains nous annoncent sa mort, d'autres son agonie et d'autres sa prochaine résurrection.
moi je voudrais savoir où nous en sommes, parce que je ne m'y retrouve plus. Alors, je ne vais pas vous donner la parole à tour de rôle. Celui qui veut prendre la parole, lève la main, et puis il prend la parole. Hein, voilà. On ne va pas faire le tour de table comme à chaque fois. Qui veut commencer? Moi, je voudrais juste apporter une réponse un tout petit peu à ce qu'a dit Alain à l'instant, puisqu'il m'a cité, quand il parlait d'une faille. En fait, je discutais longtemps avec Henri Méchonic, qui est un poète très connu, critique, etc., disparu maintenant, mais il est même très dur, très sévère avec la manière dont on concevait la poésie en général, etc. Et pour lui, il disait, pour moi, écrire, c'est un trauma et quelque chose autour. Il faut le trauma, et s'il n'y a pas de trauma, il n'y a pas d'écriture. Et le trauma, il nourrit ce qui vient autour. C'est pour ça que je parlais de faille, tu comprends? Bon, et il me disait ça, bon, il disait des tas de choses comme ça. On se disputait parfois avec Péchonic. Une fois, j'avais utilisé modernité. Il me dit, mais la modernité n'existe pas, c'est aujourd'hui, etc., etc. Bon, bref, vous voyez, on est constamment dans... mais c'est un type assez intéressant, même si un certain nombre de ses livres critiques que j'ai lus me satisfont pas particulièrement parce qu'il exagérait un peu, enfin, il était un peu d'ailleurs mal vu par beaucoup de ses collègues. C'est un universitaire que j'ai connu à Vincennes à l'époque. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à... Est-elle malade? Est-elle morte? Ou est-elle en pleine résurrection? Voilà, c'est ça qui veut prendre la parole? Ce qu'a dit Alain... Oh, excuse-moi. Vas-y, je réponds. Ce qu'a dit Alain, j'ai écrit ce texte il y a 15 ans, j'écrirai pas ça maintenant. La poésie, c'est effectivement, ça date très vite, il y a, bon, on peut parler de péremption, mais je crois qu'il y a surtout une vitalité sans cesse renouvelée. Il y a une biologie extrêmement rapide. Et c'est un signe de vitalité, c'est un signe effectivement aussi de vulnérabilité, mais la vie, par définition, est vulnérable. Et je voudrais faire la métaphore avec l'agriculture biologique. Et il y a un danger pour la poésie qui est évident, c'est la déforestation de la pensée, l'agriculture unique, les produits chimiques, et la poésie est totalement vulnérable à ce genre de choses, et elle se défend. Et elle gagnera. La seule chose, c'est qu'économiquement, dans les années à venir, ça va être encore plus dur. La poésie est morte, vive la poésie. Hein. Oui, la poésie, c'est un peu comme le roi. Bon, il est appelé à renaître perpétuellement de ses cendres, comme celui qui l'écrit. Qu'on annonce son agonie est donc mon signe. Moi, je suis très optimiste par rapport à l'avenir de la poésie, mais veillons à tirer vers le haut. Alors, on en avait parlé, tu me disais, qu'est-ce que le haut? Alors, je disais, ça peut être le bas. Hein. Voilà, la poésie mérite le meilleur, rien que le meilleur. Alors, qu'est-ce que le meilleur? Ben, ça dépend des gens. Voilà. Alors moi, je voulais citer un exemple. En fait, c'est vrai que la poésie, ben, oui, c'est vivant, c'est vulnérable. C'est renaissant d'une certaine façon parce que les gens ont faim d'autre chose que le modèle littéraire formaté. Cette fin d'autre chose amène effectivement à une immense production sur des blogs, sur Internet, de gens qui expriment quelque chose qui ressemble, qui n'est pas forcément obligatoirement de la poésie. Moi, ce qui me touche et ce qui me rend optimiste, c'est les statistiques que je viens de relever encore pour la revue dont je m'occupe. On s'aperçoit qu'on a un lectorat très jeune. Alors, on a beaucoup de lecteurs. On a 25 000 utilisateurs au mois d'octobre, dont 80% entrent pour lire un texte et relisent d'autres textes par la suite. Et si on regarde l'âge de nos lecteurs, on s'aperçoit qu'on a plus de 40% qui ont entre 18 et 34 ans. Voilà, 18-24 ans, 30%. Et je me dis que bon, ben c'est un signe très positif parce que ça veut dire qu'il y a effectivement dans la jeunesse des gens qui s'intéressent à la poésie, qui font peut-être pas la démarche d'aller acheter des recueils, ça c'est plus difficile et c'est vrai que Jacques a raison de le signaler, ça va être un moment certainement compliqué pour les éditeurs et pour les ouvrages publiés, mais il y a un appétit de ce que la poésie peut proposer. Voilà, c'était l'exemple que je voulais vous donner. Bon, rien n'est perdu alors. Non. Rien n'est perdu.
Rien n'est perdu, non, non, surtout pas avec la poésie, c'est une résistante. La parole sur ce thème. Renaissance, mort. Faut pas perdre l'honneur. Oh, juste 2 mots pour dire que bon, pour moi la poésie, si on annonce sa mort, on annonce la mort de l'humanité tout simplement. Hein. Donc pas plus de morts. Je crois que la poésie dans l'humain, même dans le vivant en général, je crois qu'on peut aller au-delà, à condition que l'humain le voit comme tel. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la poésie. Donc Je crois que les premiers hommes étaient des poètes et je crois que les derniers seront des poètes. voilà. Après, peut-être 2 mots sur le modèle économique, même si la statistique compte, consommation, consumérisme, peut-être que la poésie n'est pas tellement compatible avec le modèle économique que l'on développe aujourd'hui. Voilà, je ne pense pas que c'est une question, c'est aussi une question de statistique, de regard qu'on peut porter sur cette diffusion. Mais est-ce qu'on consomme de la poésie? Est-ce qu'il y a un résultat, un audimat de la poésie qui est nécessaire pour la rendre vivante? Tout ça me fait peur, moi. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait de problème de ce type. Moi, si vous voulez, je voudrais... Je suis le plus vieux certainement de l'assistance, là. Et donc, dans mes jeunes années, on était admiratif par ce qui se passait en Russie à l'époque, pas celle de maintenant. Et on avait ces poètes russes, je ne me rappelle plus leur nom d'ailleurs, qui attiraient des milliers de personnes dans des espèces de concerts poétiques. Le parent de... comment il s'appelait, Bakounine peut-être, enfin pas Bakounine, enfin quelque chose comme ça. Et qui paraît-il, alors on regardait, nous on était bien d'admiration, on dit mais la poésie, comment ça se fait que chez nous elle n'attire pas ça? Alors chez nous on se rabattait vers le concert de chanteurs, et on disait les chanteurs effectivement, bon, ils atteignent un tout petit peu à ça, et effectivement il y a des chanteurs à texte qui sont des vrais poètes, Ferré, Borel, Brassens, etc. Bon, mais on connaît la question. Alors je pense que, pour répondre un peu à ce que dit Alain, il me semble qu'il y a quelque chose qui sent le renouveau par le biais justement des nouvelles technologies, l'informatique par exemple. Moi, je n'ai jamais vu autant de poésie en lecture que dans Internet. Et il y a des choses magnifiques qui sont avec une présentation, avec tout ce que vous voulez. Ça sert beaucoup, et il me semble que là, il y a peut-être une voix qui donne un petit peu d'espoir. Voilà, me semble. D'accord. On va y revenir. Alors, une question toute simple. J'ai appris des récitations à l'école. C'était un pinceau parce qu'il fallait apprendre par cœur des passages souvent assez longs. Et puis on était noté, il y avait une note. Hein, la prononciation, l'élocution, la tenue, tout ça a été calibré, noté par l'instituteur ou l'institutrice. J'ai l'impression que cela ne se fait plus aujourd'hui. On n'apprend plus. On parle de poésie, mais on n'apprend plus. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est faut-il réintroduire l'apprentissage de la poésie, l'apprentissage des textes poétiques à l'école? Et aussi, spécialiste. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je pense qu'on manque de ça. Parce qu'il y a une question d'éducation de la mémoire, et vous interrogez toute personne à qui on parle de la poésie, il se rappellera toujours ces questions de son école. Moi, j'ai appris heureux qui camulé, ça fait bon, etc. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Or, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas ça, parce qu'on apprend moins la récitation telle qu'on la pratiquait à une certaine époque. Et à mon avis, c'est dommageable par rapport à ce que ça peut apporter. Parce que de toute façon, dans toute pédagogie, dans tout apprentissage, il y a une fonction de la mémoire. Moi, j'ai rédigé une thèse, soutenu une thèse il y a quelques années avec Lobreau, qui est un grand spécialiste de ces questions, et qui s'appelait « Vers une pédagogie de la poésie ». Autrement dit, est-ce qu'on peut apprendre la poésie à d'autres? Et moi, je pense qu'il y a des méthodes, et il y a une manière de mettre en fonction
des pratiques et des climats, etc., propices à l'écriture même, pour des gens qui sont des apprentis, d'une certaine manière. J'espère, oui, moi j'ai été professeur des écoles et je faisais apprendre de la poésie, mais pas pour la mémoire. Alors là, je suis pas, pour moi c'est pas bon, faire apprendre de la poésie pour travailler la mémoire. Ouais. Mais oui, j'étais pour la lecture à voix haute, mais moi j'étais un ringard, vous savez, la lecture à voix haute, on me disait, mais ça n'existe plus. Et puis aujourd'hui, ça revient à la mode, la grande librairie, etc. Oui, je suis pour les récitations. Ouais. Pas pour mettre des notes, par contre. Pas pour mettre des notes. Voilà, on peut mettre des lettres pour encourager toujours, mais je mettais jamais la lettre la plus basse. J'ai eu des bonnes surprises. Et je dis encore quelque chose juste. La meilleure surprise que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré des parents et ils me disent, grâce à vous, on a connu René Guicadou et maintenant on lit René Guicadou. Les parents. Donc voilà, vive la poésie à l'école, vive les récitations. Mais pas n'importe quelle récitation. J'ai vu une élève pleurer, elle n'était pas dans ma classe, elle était dans en CE2, elle apprenait un texte de Théophile Gautier qui était très compliqué, avec des mots très recherchés. Pour le lendemain, elle pleurait. Et là, je suis vite allé voir la maîtresse. Je dis, mais oh là là, mais là, pour dégoûter la poésie, pour vous dégoûter de la poésie, il n'y a pas mieux. Moi, je voulais répondre au problème de mémoire, apprendre à travailler la mémoire. Pour la poésie, c'est important parce que je me dis qu'au camp de concentration, des gens ont survécu parce qu'ils avaient la poésie ou la musique. Ah oui, je suis d'accord. Et que travailler cette mémoire-là, justement, ça permet peut-être de se sauver de quelque part. Ah, mais il faut travailler la mémoire. Et je pense à la fable de Bradbury, Fahrenheit 451, dans lequel les hommes mémoire connaissent des textes par cœur. Je me dis que c'est une belle idée. La mémoire, c'est important, il faut la travailler très important. Très jeune. Ce qui est sûr, c'est que quand on récite un poème, il ne faut pas changer un mot. Puis en plus, il faut le dire avec le ton. Mais ça, je suis d'accord, mais voilà. C'est pour en savoir plus sur ce qui n'a pas de définition et qui s'appelle la poésie. Ouais. Oui, c'est du De Vos. Oui, parce que c'est une problématique de pédagogue. Et comme je suis un vieux maître d'école aussi, j'ai un petit peu réfléchi là-dessus. Il y en a d'autres dans la salle où elles pourront s'exprimer. Je pense que la mémorisation a été un petit peu stigmatisée par de nouvelles théories pédagogiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut y revenir. Parce que c'est important et qu'il y a quelques dangers quand même de l'excès inverse. C'est-à-dire que justement, on a recours trop facilement aujourd'hui à un Big Brother, à une tablette, à un iPhone qui va sans cesse nous être un support, une béquille pour qu'on retrouve la mémoire. Or, la mémoire est une sorte de muscle qu'on a besoin de travailler. Je pense que ce qui est à réhabiliter dans les écoles, dans la pédagogie en général, au-delà de la poésie, c'est une culture de l'oral. Les Corses savaient pratiquer le Tiam Rispondi. Jacques Fouzine a d'ailleurs écrit une excellente nouvelle sur le fait que nous soyons, nous, poètes de l'écrit, un petit peu handicapés par le fait que nous ne sachions pas répondre des fois à ces attaques de Tiam Rispondi par des gens beaucoup plus patentés. Et cette culture de l'oral, elle peut s'ouvrir à des formes de modernité aujourd'hui, le rap, le slam, tout ce qui est de l'ordre de poésie dialoguée, etc. Je pense qu'il y a là un sillon pédagogique à creuser pour que la mémoire se réhabilite et, bien entendu, la récitation peut faire partie de cette démarche. Alors, après se pose la problématique du corpus. Parce que faire réciter, c'est choisir. Je pense que peu d'entre nous ici ont échappé, avec tout le respect qu'on leur doit, aux Dormeurs du Val ou à l'Albatros de Rimbaud ou à l'Albatros de Baudelaire. Donc peut-être que la question du corpus et la liberté de l'enseignant, et je pense notamment au grand patrimoine de la langue corse, ça peut créer aussi des patrimoines immatériels dominants et des patrimoines un petit peu occultés. Et là, il y a un souci peut-être qu'il faudra régler chez les pédagogues. Mais en tout cas, je crois que la culture de l'oral, bien au-delà de la déclamation, de la récitation, doit pouvoir se retrouver en effaçant cette stigmatisation de la mémorisation
qui a été le fruit de quelques théoriciens qui voyaient là une sorte de pédagogie basée sur le comportement, sur le réflexe. Et peut-être qu'on peut largement aujourd'hui, la situation est mûre pour qu'on revienne là-dessus. Voilà, c'était l'avis un petit peu du pédagogue.